Jean-Claude Masse. Son nom restera attaché au premier scandale des prothèses mammaires en France. Fondateur de la société PIP, il est décédé ce jeudi matin. Son avocat, maître Yves Haddad, l'a annoncé à Nice Matin. Âgé de 79 ans, Jean-Claude Masse est décédé dans une clinique alors qu'il subissait une intervention médicale dont il ne s'est pas réveillé, a expliqué son conseil au quotidien niçois. Alors que l'ANSM vient d'interdire les prothèses mammaires texturées fortement soupçonnées d'avoir causé des cancers, les prothèses PIP, pour polyimplant prothèse, avaient fait scandale du fait de la terrible tromperie qu'elles comportaient. En 2010, une inspection de l'Agence de sécurité sanitaire, diligentée par la Food and Drug Administration dans les locaux varois de la Société de la Seine-sur-Mer, avait révélé que les poches fabriquées pour remplacer ou augmenter les seins étaient remplies d'un gel élaboré en toute illégalité et en dépit des normes sanitaires. Des dizaines de milliers de femmes dans le monde portaient des prothèses PIP. Le PDG, ancien commercial dans le secteur agroalimentaire, a été directement mis en cause pour avoir concocté, année après année, le cocktail le plus rentable. Lorsque l'affaire a éclaté, la société était devenue une 4e acteur mondial du secteur en facturant à bas prix ses produits à des chirurgiens esthétiques et ou réparateurs. Le premier procès a réuni tellement de victimes que le tribunal correctionnel de Marseille a été transféré pour l'occasion au parc des expositions. Le 2 mai 2016, face à plus de 2600 victimes, Masse avait été condamné en appel à 4 ans de prison ferme et 75 000 € d'amende pour tromperie aggravée et escroquerie. Il avait perdu en cassation en septembre dernier et n'avait pas été incarcéré. Il continue d'être inquiété dans 2 procédures pénales en lien avec PIP. Avec son décès, les poursuites à son égard s'éteignent. Qui est donc ce Jean-Claude Masse qui fut à l'origine du scandale des prothèses PIP du nom de la société qu'il avait créée? Quels sont ses crimes? Comment se termine l'histoire? C'est le sujet passionnant de notre épisode du jour. Bonjour, bonsoir, vous écoutez Medicine City, le podcast de True Crime médical francophone. Nous explorons ensemble les recoins les plus sombres de la cité médicale humaine. Je suis Falsiparum. Et moi, Bloody Nurse. Nous sommes mariés dans la vraie vie pour le meilleur et surtout pour le pire. Nous sommes de grands amateurs de podcasts et nous avons décidé ensemble de nous lancer dans cette aventure. Je suis préleveuse de sang professionnelle, fan de transfusion et enquêtrice amateur. Et moi, je suis médecin professionnel et comme Bloody Nurse, également criminologue amateur. Alors si vous souhaitez nous entendre vous raconter les crimes, les scandales ou encore les affaires les plus sordides de la médecine, vous êtes ici chez vous. Je vais de suite faire une mise en garde pour vous, chers auditeurs. Compte tenu des sujets abordés, nous ne recommandons pas l'écoute de ce podcast à un public non averti. Nous essayerons de vous prévenir des moments les plus difficiles, même si l'idée n'est pas de faire dans le sensationnalisme. Ou le partage de recettes funestes. Non, ça c'est sûr, c'est pas un blog de cuisine ici. Mais sur ce Bloody Nurse, ne serait-il pas temps d'enfiler nos blouses, nos stétos, et nous plonger dans l'univers aussi fascinant que sombre de la santé humaine et de ceux qui la pratiquent? Allez, Falsiparum, allons-y. Mais juste avant, pensez à vous abonner à nos réseaux sociaux, nous laisser des likes et des commentaires. Oui, ou encore de nous rejoindre sur notre Patreon, où vous trouverez du contenu bonus additionnel au fur et à mesure des épisodes et des saisons. Mais sur ce, je crois qu'il est temps de passer les portes de la ville. C'est parti. Et bonjour, bonsoir Bloody Nurse, comment tu vas ce soir? Ça va très bien, on est en vacances, enfin, les enfants sont en vacances. Et c'est ça, hein, ils commencent gentiment leurs vacances, nous pas totalement quand même. On a enfin reçu notre conteneur qui arrive de la Réunion. 4 mois quand même. 4 mois, ça a été très long. Sans casse. Sans ouais, pas casse, trop de casse, quoi. Pas trop de casse, effectivement. Donc voilà. Tout refonctionne, on commence à retrouver nos affaires, et ça c'est plutôt pas mal. Ouais. Écoute, moi j'ai envie de faire un salut tout particulier à Christelle et Marie-Pierre qui nous ont laissé de jolis commentaires cette semaine. Ouais. L'une pour nous dire, enfin les deux pour nous dire qu'elles appréciaient notre travail et l'une pour nous dire qu'elle appréciait particulièrement les petites histoires courtes qu'on mettait en ce moment sur Instagram. Alors si vous avez pas encore, oui, sur Instagram et Facebook, mais je les publie, c'est vrai, plutôt d'emblée sur Instagram. J'oublie un peu des fois Facebook. Non mais moi je repartage à chaque fois. Donc. Voilà, donc n'oubliez pas qu'on a nos comptes de réseaux sociaux et donc à l'occasion du mois d'Halloween, le mois d'octobre,
Je vous ai concocté une petite histoire courte par jour, ça tient en une page. L'idée, c'est de mêler les thématiques de la fantasmagorie, du spooky, et de l'univers de Medicine City. Donc chaque jour, une petite histoire de notre univers et qui va vous faire gentiment frissonner jusqu'à Halloween. Et que je découvre tous les matins, moi aussi, avec vous autres. Ouais, ce sont des créations exclusives que je vous ai créées, que je vous ai écrites le mois passé. En préparant ce mois-ci, je les ai d'ores et déjà toutes programmées, et donc jusqu'au jour d'Halloween, vous aurez une histoire par jour. Et moi, j'aimerais rajouter, je fais quelques publications en rapport avec Halloween, justement. On aimerait faire un épisode d'Halloween, un peu un bonus, quoi, avec des histoires un peu, on va dire, qui font un peu frissonner, alors qui font pas forcément peur, mais des histoires un peu de soignants, de soignants qui auraient vécu lors de leur travail, hein, les fameuses sonnettes qui sonnent toutes seules, les choses comme ça, quoi, ou d'autres histoires paranormales que vous auriez vécues si vous êtes soignant, ou vous connaissez des soignants. N'hésitez pas à leur demander de nous partager les histoires pour qu'on puisse faire un épisode spécial de ces histoires de soignants d'Halloween. Voilà, si vous voulez. Donc vous pouvez nous écrire depuis Instagram ou Facebook, c'est nous joindre sur nos comptes en MP. Ça serait sympa pour qu'on puisse, parce que là pour l'instant on a eu quelques histoires, mais pas suffisamment pour faire un épisode pour l'instant. Alors moi j'ai mes histoires à moi, je suis pas très sensible au paranormal et à toutes ces choses-là, parce que je crois que l'homme est toujours pire que le paranormal, mais j'ai quelques histoires qui peuvent faire vraiment peur et des moments où ça a été un peu particulier, donc je vais essayer de me poser à l'écriture de ces histoires-là. Moi j'ai pas eu grand-chose, j'ai eu une histoire, en tout cas que je me rappelle, pareil je dois pas être trop sensible, mais il y en a une seule dont je me souviens, quoi. Et je me devais aussi, parce que c'était une promesse que j'ai faite, d'expliquer pourquoi je m'appelle Falciparum. Alors ça c'est Marie-Pierre de Québec, c'est ça? Je ne sais plus qui est-ce qui nous a demandé ça, mais effectivement, à plusieurs reprises, on m'a demandé pourquoi je m'appelais Falciparum et pourquoi j'avais choisi ce nom-là. Marie-Pierre, ouais, c'est ça. Alors déjà parce que j'ai choisi le pseudonymat pour travailler sur cette type de création là. C'est toujours plus facile en lien avec des engagements et ce qu'on a par rapport à l'ordre des médecins ici et ça, de travailler sous pseudonymat plutôt que sous ma vraie identité, même si c'est relativement facile à réidentifier. C'est toujours facile de toute façon à identifier. Et la deuxième chose, c'est que Falciparum, c'est un nom choisi. Falciparum c'est du latin, et ça veut dire en forme de faux. La faux telle que porte la faucheuse, l'instrument avec lequel on fauche les blés. Et donc le symbole de la mort, puisque dans la vraie vie, moi je suis médecin de soins palliatifs et de soins de support oncologique, et que j'ai énormément de gens qui considèrent que faire ça, c'est être médecin de la mort, voilà. Limite, je me balade dans les couloirs avec ma faux sur l'épaule, ce qui est pas du tout le cas. Donc c'est un clin d'œil à ma profession et c'est un clin d'œil à ce qu'on dit de ma profession. C'est un clin d'œil aussi à ce que au fait que je travaille souvent avec des patients qui sont juste avant la fin, pas que, mais c'est comme ça. Et c'est aussi en lien avec le fait que le Plasmodium falciparum est un des germes les plus meurtriers qu'il soit, et que je voulais donc le Plasmodium falciparum, c'est le parasite qui cause le paludisme chez l'homme, et que le paludisme est littéralement un des plus grands meurtriers humains qui ait été donné de connaître dans l'histoire de l'humanité. Donc un pseudonyme qui me va, je pense, pas trop mal, moi qui côtoie souvent la mort, que ce soit professionnellement ou par cette petite activité annexe d'étudier la criminologie, la criminalistique, les différentes affaires un peu sordides de la médecine. Voilà, donc je suis Falciparum. Voilà, un blast bien plus cortiqué que Bloody Nurse, qui est beaucoup plus simple à comprendre. Beaucoup plus premier degré. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est ça.
Bon, écoute, je pense qu'il est temps de commencer notre histoire, même si je t'ai déjà un peu teasé toute la fin de Oui. l'histoire. Tu sais exactement comment ça va se finir, quoique pas totalement. Tu vas voir que c'est un peu plus compliqué que ça et encore beaucoup plus frustrant que l'accroche ne le laisse penser. Donc tu te souviens du scandale des Ah prothèses ben, PIP? qui ne s'en souvient pas en France, en tout cas, ça fait un gros scandale. Gros Je pense scandale, que ouais. tout le monde en a entendu parler, donc... Ouais. Moi, je voulais aborder ce sujet-là. Je l'avais placé plus tard dans ma saison. À Et puis épisode 7, finalement, peut-être 16. je ne sais plus. Si. Oui, sans doute épisode 7, oui, parce que je me suis trompé dans mon titre. Mais oui, je l'avais marqué, tu vois, en épisode 16, et puis finalement, je le traite maintenant. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous sommes le mois d'octobre, c'est pas que le mois d'Halloween, c'est le mois d'octobre rose aussi. En France, c'est le mois donc où on parle beaucoup des cancers féminins, en particulier le cancer du sein et de dépistage, et que dans mon travail, puisque je fais du soin de support oncologique, on a beaucoup parlé en ces derniers temps de reconstruction mammaire et de chirurgie reconstructrice, etc. Et voilà, le thème m'est venu spontanément comme ça. Et donc j'avais envie de vous parler de cette affaire-là sur les prothèses mammaires. Alors, on va commencer un petit peu à reprendre une historique sur la naissance et expansion de PIP, polyimplant prothèse, et je vais vous expliquer un petit peu d'où c'est venu. En 1991, Jean-Claude Masse, qui est un ancien représentant médical, fonde Polyimplant Prothèse à la Seine-sur-Mer, dans le Var, donc dans le sud de la France, sur la Côte d'Azur. Vu de Paris, c'est pas très loin de chez nous. C'est ça. Pourquoi il se dit que en 1991, c'est une bonne idée de créer une société qui fabrique des implants mammaires, alors qu'on est représentant médical? Parce que dans les années 90, souvenez-vous des modèles et des mannequins qui avaient à l'époque qui avaient une chirurgie, enfin qui avaient une plastique très plastique littéralement. Donc le début des années 90 correspond à un essor de la chirurgie esthétique à l'échelle mondiale et particulièrement aux États-Unis, en Amérique latine et en Europe. Donc le marché des prothèses, en particulier des prothèses mammaires, devient extrêmement porteur. La demande croît énormément pour des raisons esthétiques, donc l'augmentation mammaire, ou des raisons reconstructives, parce que là on commence aussi à parler de façon un peu plus sérieuse de chirurgie de reconstruction, en particulier suite au cancer du sein. Là, t'es en train de dire qu'ils prennent plus en compte le psychologique d'après ablation, quoi. En tout cas, on commençait à vouloir voilà. reconstruire, y compris les corps des femmes qui avaient été lourdement impactées, d'autant que au début aussi, si on s'en souvient un petit peu, dans les traitements, on avait la mastectomie élargie, beaucoup plus large qu'aujourd'hui, où on essaie de faire de la tumorectomie, on essaie d'enlever le moins possible, juste la tumeur et éventuellement un peu de tissu sain autour. Avant, on emportait tout, on se posait moins de questions. Donc le début des années 90, c'est vraiment ce climat-là qui est très très porteur à un essor de la chirurgie esthétique. Et donc Masse, lui, en tant qu'ancien représentant médical, il va très vite comprendre qu'il y a une place à prendre face aux géants américains. Et donc son idée, ça va être de proposer une alternative européenne compétitive et moins chère que les implants importés. Produit sur place? Produit sur place à la Seine-sur-Mer. Donc jusque-là, il a une bonne idée en fait. Et donc, quelle est sa stratégie industrielle? Il va fabriquer donc les implants en mammaire en silicone, donc comme je disais, à visée esthétique et reconstructive. Et il va essayer de tabler tout le temps, ça va vraiment être son leitmotiv, sur les prix les plus bas possibles. Il va s'aligner le plus bas possible par rapport à ses concurrents. Sa production va être une production de masse. Il va essayer d'augmenter les cadences, d'augmenter la production pour que on ait des économies d'échelle. Et ce qui va se passer, c'est que il va s'appuyer sur, entre guillemets, un label, le label de qualité française, les labels CE pour la conformité aux normes européennes, etc. Et donc, il essaye de gratter un petit peu cette image de marque là d'un produit qui est fabriqué de qualité en France, à la Europe, française, etc. Voilà. Avec tout ça, PIP devient très rapidement un des acteurs majeurs du marché mondial et dès les années 90, 2 à 3 000 prothèses sont fabriquées par semaine, 2 à 3 000 prothèses par semaine, et dans les années 2000, donc à peine 10 ans plus tard, il y a 100 000 implants qui sont vendus chaque année. Ouais, pas mal. 100 000, c'est vraiment pas mal. Hein. J'ai une question. Est-ce que, hormis les prix bas par rapport aux concurrents, il apportait une innovation technique
Alors, par rapport au reste des autres fabricants mondiaux? 2, je te répondrai 2, mais je t'en parlerai plus tard. D'accord, ok. Et je vais t'expliquer aussi plus tard pourquoi ces innovations ont été problématiques. Parce que du coup, c'est ce qui pouvait Il a faire fait que deux il choix n'y a pas que les stratégiques. prix bas en général, il y a Ouais. aussi Il a fait 2 choix stratégiques qui ont été très très il y a lourds le de silicone, conséquences. non, qui était bon, on en parlera après, Ouais, pardon, on excuse-moi. en parlera plus tard. Et donc sa stratégie, donc, c'est d'inonder un petit peu les marchés. Il faut savoir que dès les années 2000, 80% de la production est exportée, en particulier vers les marchés d'Amérique latine, du Moyen-Orient et des pays de l'Europe, Espagne, Royaume-Uni, Allemagne en particulier. Et alors, ce qui est intéressant quand on lit un petit peu ce qui se disait à l'époque et quand on regarde un peu les documents, bon, Amérique latine, on retrouve classique le Brésil, qui est un pays avec une culture, la chirurgie, notamment esthétique, importante. Oui, ils n'ont pas de problème avec ça. On a le Venezuela, la Colombie, et au Moyen-Orient, alors les pays qui sont concernés, c'est en première intention, c'est l'Iran, dans les années 2000. Ouais, c'est surprenant quand même. Hein. Voilà, devant l'Arabie Saoudite et la Turquie. Après, en 2000, ils étaient pas comme ils étaient. Ah, ils étaient 21 ans après la révolution islamique. Bon, voilà. Et C'était pas aussi cloisonné que ça l'est aujourd'hui. alors, ce qui a conduit au succès international, c'est que PIP sur le marché, c'était 20 à 30% moins cher que les concurrents. C'est pas rien quand même, Ouais, non, 20 à c'est énorme. 30%. Que dans certains pays dans lesquels il exportait, en particulier les pays du Moyen-Orient et certains pays d'Amérique latine, il n'y avait pas d'autorité sanitaire ou peu, ou en tout cas des normes peu contraignantes. Donc il n'y avait pas de contrôle. Donc là, tu es en train de me dire que les prothèses extérieures à l'Europe n'étaient pas les mêmes que ceux qui étaient en Europe. Alors ça va être un débat un peu plus tard qui n'a pas été totalement tranché, mais clairement, oui, il a abusé un petit peu il a utilisé les normes et les absences de normes. Oui, parce que comme tu me dis que c'est peu contraignant, si tu me le précises, c'est que... Bah, en fait, je vais t'expliquer plus tard que probablement que c'est les mêmes produits, mais ça n'a pas été la même fraude. Ah, ok. C'est un génie du mal. Et, okay. et donc dès le début des années 2000, donc en 90 quand il se lance, il est rapidement 4e mondial. Début des années 2000, il devient 3e producteur mondial après Allergan et Mentor. Et à ce moment-là, il va développer une image de respectabilité qu'il va essayer d'entretenir, avec notamment une certification qu'on appelle ISO 9001, le marquage CE, et il va commencer à participer aux colloques médicaux internationaux et se présenter comme une alternative fiable aux produits américains, etc., etc. Ce qui se passe, c'est qu'il a fait un choix. Il a fait le choix de remplacer le gel médical par un gel industriel bon marché. Donc un gel moins correctement raffiné. Alors le gel médical d'usage commun, c'était du gel de silicone. Donc il a décidé d'utiliser un gel de silicone mais industriel, donc moins purifié, etc. Et de modifier aussi la texture de la prothèse en elle-même. D'accord, ok. Parce qu'en fait, là, la prothèse, c'est une poche dans laquelle il y a du silicone, mais il faut une poche en plastique, si tu veux, une texture à l'extérieur. Donc en fait, c'est ça les choix stratégiques qu'il a fait. Mais très vite, dès le début des années 2000, donc là on est vraiment 10 ans après sa commercialisation, là où on est en plein boom, il y a quand même quelques chirurgiens plasticiens, donc les chirurgiens qui font de la médecine esthétique, qui constatent pendant les opérations ou juste après un taux de rupture qui est anormalement élevé. Donc elles sont moins solides. Ça, c'est en lien avec le deuxième choix qu'il a fait, la poche et le matériau qu'il utilise pour contenir le silicone. Et donc, les chirurgiens commencent à faire remonter que les enveloppes rompent prématurément, qu'il y a des fuites de gel de silicone, et qu'il y a des réactions inflammatoires, donc ça devient rouge chaud et douloureux au pourtour des implants une fois qu'ils sont implantés, et ce, quel que soit le devenir de l'implant. Je veux dire qu'il y a des implants qui n'ont pas rompu et qui provoquent ces inflammations, et des implants qui ont rompu et qui provoquent ces inflammations. Et donc,
alors qu'une prothèse se change tous les 10-12 ans. Donc pensez, si vous voulez vous faire poser des seins, que globalement il faut tous les 10-12 ans y repasser. Donc au lieu de faire tous les 10-12 ans, en fait les chirurgiens se sont rendus compte que ils devaient réintervenir beaucoup plus tôt. Et ça, en particulier en chirurgie esthétique où les femmes doivent payer de leur poche, forcément c'est très très mal vu en fait. Voilà. Et également quand ils opèrent et que en particulier sur les prothèses rompues, très vite ils se rendent compte que le gel PIP il est beaucoup plus visqueux et irritant que celui des autres marques, parce qu'en fait les autres marques aussi rompent. Il y a un taux de rupture qui est consubstantiel au matériel, parce que ça peut toujours passer une poche, donc ça peut rompre. Il suffit de pas grand chose, une excès de pression, un coup de bistouri dedans, enfin voilà. Et en fait, quand ça rompt, et là ils se disent tiens c'est bizarre, la texture au doigt elle est différente, et ils se rendent compte que celles qui ont rompu en intra-mammaire provoquent des irritations qui sont inhabituelles, quoi. Donc ils essaient de faire remonter ça, mais les alertes restent éparses et isolées. Et malheureusement, énormément de patientes sont opérées à l'étranger, donc il n'y a aucun retour clinique, il n'y a aucune pharmacovigilance, il n'y a aucune matériovigilance. Oui, parce que j'allais te dire, nous, aujourd'hui, en tout cas, moi, j'ai toujours connu ça, et j'ai fait mes études en 2010, j'ai fini en 2010, pardon, et où on a toujours appris que il y a un défaut de matériel, faut faire de la matériovigilance tout de suite, faire remonter au constructeur, à l'hôpital, pour savoir d'où vient le problème. Ça, c'est la norme française, et c'est comme ça, mais tu vas voir que il y a eu des trous dans la raquette en France, malgré les normes, mais clairement la colombienne ou l'iranienne qui s'est fait opérer et qui a eu une rupture, clairement les autorités ont pas forcément su, en tout cas en France, qui sont passées. 100 000 prothèses par an, je rappelle, dans les années 2000, quand même, qui partaient à l'export. Donc il n'y a pas de mobilisation coordonnée dans les années 2001-2008. En 2008, par contre, là, on commence à avoir des autorités de santé étrangères qui commencent à s'alarmer. En particulier, malgré tout, dans les pays développés. Et ce qui chauffe le plus, c'est ce qui chauffe le plus, c'est d'abord en Allemagne et au Royaume-Uni. Et là, en Allemagne, les médecins remontent des taux de rupture inquiétants et qui dépassent largement les standards habituels. Et au Royaume-Uni, pareil, les chirurgiens et les cliniques font remonter un taux inhabituel de complications. Donc là, on a quand même des autorités de santé qui sont coordonnées et qui commencent à colliger des données. Les distributeurs étrangers commencent à se méfier, certains se passent le mot mais de façon un peu officieuse, et il y en a certains qui commencent à suspendre leurs commandes. On est en 2008. En 2009, là on arrive en France. En France, en 2009, c'est l'AFSAPS, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, qui est celle qui a précédé l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament, qui commence à être saisie après la remontée des alertes internationales. Donc en gros, les Allemands et les Anglais ont commencé à téléphoner en France en disant « Écoute, c'est bien gentil, mais t'as un producteur de matériel médical qui travaille chez toi et qui nous fournit des trucs qui sont louches. » Donc 2009, l'AFSAPS lance une enquête et organise une inspection surprise de l'usine, qui est, je le rappelle, à la Seine-sur-Mer, dans le Var. C'est à côté de Saint-Tropez, si les gens voient pas ce que c'est, ils voient pas où c'est, un assez joli coin. Et là, ils vont découvrir, donc on est en 2009, écoute bien, 2009, un double système de production. Il y a des prothèses qui sont fabriquées et qui sont conformes. Elles sont fabriquées, donc ils savent fabriquer des prothèses conformes, attention. Donc ils fabriquent des prothèses conformes, elles sont utilisées pour les contrôles. Et il existe un deuxième type de lot, majoritaire bien entendu, de prothèses frauduleuses qui sont utilisées pour la commercialisation. L'enfoiré. Déjà. L'AFSAPS note en 2009 aussi l'utilisation d'un gel non homologué. C'est un mélange maison de silicone industriel qui n'est pas labellisé à usage médical. Et il y a indépendamment du fait que les prothèses conformes sont envoyées pour les contrôles, il y a une dissimulation organisée pour tromper les certificateurs, et en l'occurrence là c'est le certificateur TÜV Rheinland
qui est l'organisme allemand chargé du marquage CE, qui reçoit des papiers truqués en fait. Donc il reçoit des prothèses conformes pour les contrôles, il reçoit des papiers truqués, etc. Et donc, 2009, l'AFSAPS prend la décision de suspendre la commercialisation des implants PIP. Voilà. Mais jusque-là, ça reste un petit peu dans les arcanes du truc. Pour l'instant, c'est pas sorti publiquement. Ouais, donc ça veut dire que toutes les prothèses qui avaient été commandées par les autres chirurgiens et tout, les chirurgiens sont pas forcément au courant et continuent d'utiliser. Et les dames qui ont les prothèses... Ça me rappelle une histoire des années 80, ça. Et les dames qui ont les prothèses qui sont implantées, elles restent implantées et pas informées. Oui, bien sûr. Donc... Non, mais parce que tous les chirurgiens sont pas forcément au courant non plus. Si. Ouais. Ah non, justement, voilà, c'est pour ça que je te dis, pour l'instant, il y a... C'est vraiment comité restreint. Pour l'instant, il y a personne qui le sait. Et en 2010, là, on est, c'est l'année de la révélation publique du scandale. Donc ça fait pendant 20 ans l'entreprise a tourné. En mars 2010, le 30 mars, donc l'AFSAPS, donc on est quand même un an après la suspension de la commercialisation, fait son communiqué de presse en disant que on retire les prothèses, on retire du marché les implants mammaires PIP. En raison, je cite, d'un taux anormal de rupture et de l'utilisation d'un gel, je cite, différent de celui déclaré lors de la mise sur le marché. Je ferme la parenthèse. Les porteuses sont alors appelées à consulter leur chirurgien pour la conduite à tenir. Et donc le même jour, l'entreprise PIP, qui fut le 3e exportateur mondial de prothèses, est placée en liquidation judiciaire. Donc là, c'est la chute. En avril, d'avril à juillet, le parquet de Marseille, parce que ça dépend du parquet de Marseille, ça dépend du parquet de Marseille, ouvre une enquête préliminaire pour tromperie aggravée et mise en danger de la vie d'autrui. Et donc, il y a les premières plaintes qui arrivent au civil et qui sont déposées qui sont déposées à Marseille. Et des associations, notamment associations de membres de porteuses de prothèses PIP, PPP, qui déposent plus de 500 plaintes. Et l'assureur de PIP, qui n'était pas au courant et qui apprend ça par voir un petit peu de presse, dépose lui aussi un recours en justice contre l'entreprise pour... Voilà. Le 28 et 29 septembre 2010, l'AFSAPS va recommander un renforcement de la sécurité et le retrait des prothèses en cas de suspicion de rupture. Le ministère de la Santé annonce la prise en charge des frais médicaux et chirurgicaux ainsi que le remplacement des implants s'il s'agit de reconstruction mammaire après cancer. Je laisse poser cette phrase-là. Oui. On est en France. Oui. Le ministère n'annonce ça que pour la France. Oui. Pas pour les autres. Et ma mère n'avait pas les PIP, mais il s'était posé des questions à l'époque. Ce que je veux dire par là, c'est que chaque pays va devoir se débrouiller avec ça, en fait. Là, la France il traite pour la France et pas pour le reste du monde. Et que là, il y a, faut pas oublier, à partir de ce moment-là, qu'il va y avoir 2 grandes populations. Il y a celles qui se sont faites, les femmes qui se sont faites reconstruire le sein et poser des prothèses suite à des reconstructions mammaires, et notamment dans le cadre oncologique. Celles-ci vont être prises en charge et accompagnées. Et il y a toutes celles qui ont été concernées par des problèmes esthétiques qui vont devoir un peu se débrouiller. Et la Sécu va payer pour les enlever, mais pas pour pas pouvoir réparer ou quoi que ce soit. Je suis pas choquée en fait. J'ai l'impression que t'attendais une réaction. Non, mais je suis tellement pas surprise de la part de l'administration française en fait pour ce genre de truc. Mais du coup, je trouve que c'est quand même une certaine violence dans oui, complètement, ouais. Le 19 novembre, il y a donc une plainte officielle de l'association PPP contre l'organisme de certification allemand TUV Rheinland, qui avait donc utilisé le gel qui avait certifié le gel utilisé par PIP, et les distributeurs de prothèses PIP, donc les revendeurs entre guillemets, vont à leur tour également porter plainte contre le certificateur. En 2011, donc l'année d'après, on commence à avoir des décès suspects
suite à la diffusion de l'information, on se dit tiens, il y a des porteuses de prothèses qui sont mortes dans des conditions un peu suspectes. Voilà, on est au-delà de la rupture de la poche, quoi. Voilà. Le 21 novembre 2011, on a un premier signalement à Marseille d'une femme ayant développé un lymphome après la rupture d'une de ses prothèses PIP. Et comme le scandale est devenu un scandale médiatique, forcément ça monte en mayonnaise, et je vais reparler tout à l'heure du lymphome et en aioli si tu veux. Et je vais reparler un petit peu tout à l'heure du concept de lymphome après exposition au silicone. Le 8 décembre 2011, on a l'ouverture à Marseille de la première information judiciaire contre X pour blessure et homicide involontaire. Pourquoi contre X? Enfin, je veux dire, on savait très bien que c'était le directeur de la... Alors c'est l'intitulé un peu générique parce que il était pas sûr que ce soit lui qui ait donné tous les ordres. A posteriori, on le sait, mais on peut pas porter plainte contre une entreprise? C'est possible, ça, il me semble. Bah, en l'occurrence, ça permet à la justice de travailler de façon un peu sereine sans devoir se focaliser sur quelqu'un. Parce que si tu portes plainte contre quelqu'un, elle se focalise sur ce quelqu'un. Elle regarde pas le reste. Et donc, cette première information judiciaire fait suite au dépôt d'une plainte d'une mère porteuse d'une prothèse de PIP qui est décédée d'un cancer en 2010 dans le Gers. Et il se met en place dans la foulée un comité de suivi réunissant les autorités sanitaires, les professionnels de santé, les sociétés savantes et les associations de patients. Donc en gros, on crée une veille spécifique pour essayer de recueillir un maximum de retours terrain, et en particulier les pires, ceux qui provoquent des complications sanitaires majeures, voire des décès. Le 23 décembre 2011, les autorités sanitaires françaises recommandent aux porteuses de se faire retirer leur prothèse à titre préventif. Là, on évolue un petit peu dans la doctrine. Tout à l'heure, je disais qu'en fait, la recommandation initiale, c'était attention, s'il y a un risque de rupture, faites-vous les retirer. S'il y a un risque de rupture, sauf qu'en fait, une fois que tu as la prothèse dans ton sein, tu sais pas s'il y a un risque de rupture ou pas. Enfin, sauf si t'es catcheuse ou j'en sais rien, quoi, tu vois. Mais globalement, c'est incertain. Et donc là, un peu plus d'un an plus tard, le 23 décembre 2011, donc t'apprends ça à l'avant-veille de Noël, c'est cool. Là, ils disent, ok, le risque est tel qu'il faut vous les faire retirer, même s'il n'y a pas a priori de risque de rupture. Et pourquoi ils font ça? Parce qu'en fait, il y a 8 cas suspects de cancer qui ont été signalés par ce système de veille qui a été mis en place spécifiquement au-dessus. Cool, ouais. Et donc, donc l'AFSAPS en particulier invoque, je cite, des risques bien établis de rupture et de réaction inflammatoire. Le Brésil va inviter les 25 000 porteuses de prothèses PIP du pays. Donc là, on est juste au Brésil, il y a 25 000 femmes qui sont porteuses de prothèses PIP à consulter les médecins. Et dans la foulée, la Finlande et l'Italie préconisent, elles, une surveillance. Petite question. Donc du coup, il y a le risque de rupture et donc du coup de cancer lié à la Je vais en parler plus tard. Tu t'as anticipé ma question, tu vois de quoi je parle? Ouais, je vais en parler plus tard des risques. Là, je finis le côté judiciaire et le lendemain, donc suite à la publication de l'avis, de la recommandation AFSAPS, pardon. Le 24 décembre, la Caisse nationale d'assurance maladie, la CNAM, annonce qu'elle va elle aussi porter plainte au pénal, pour tromperie aggravée et escroquerie. Là, on commence à avoir pas mal de choses qui pointent contre la société Polyimplant Prothèse. Le 27 décembre, ça accélère pas mal là quand même. Ouais, complètement. Là, c'est la FDA américaine qui, donc la Food and Drug Administration, qui fait état de graves violations dans le processus de fabrication constatées dès les années 2000. Et là, ils vont envoyer une inspection. Ils avaient envoyé à l'époque, une inspection dans l'usine PIP. Et ils ont rien dit, quoi. Ils ont supprimé du paysage américain, en fait. Mais est-ce qu'ils ont prévenu Voilà. Donc, c'est joli de faire ça plus de 10 ans après, quoi. C'est ça. Dans la foulée, le Venezuela propose le retrait gratuit des implants défectueux. Ah, ben voilà.
Voilà. Le 28 décembre, l'avocat de 4 porteuses de prothèses PIP annonce qu'il engage un recours civil contre l'organisme allemand TÜV, contre les chirurgiens esthétiques de ces femmes pour manquement à leur devoir d'information. Donc là, maintenant, on n'attaque plus seulement la société qui fabrique, le certificateur, mais aussi les chirurgiens qui ont posé, qui sont réputés avoir eu connaissance de ces problématiques-là, et avoir donc manqué à leur devoir d'information. Donc ça attaque à tout va. Hein, sur l'année entre 2008 et 2009, du coup. Oui, sur voilà. ça. Ouais. Et le 30 décembre, donc là ça s'est passé vraiment, le mois de décembre a été très très chargé, l'AFSAPS annonce avoir enregistré 20 cas de cancer chez des femmes porteuses de prothèses PIP. Alors, c'est corrélation, causalité, etc. Ils ont simplement vu que chez les personnes qui étaient surveillées parce que porteuses de prothèses PIP, il y avait 20 personnes qui avaient développé des cancers. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a un lien entre les prothèses PIP et les cancers, mais il se trouve que. Mais comme il y a un doute, forcément, le doute doit bénéficier au... donc, ils annoncent avoir enregistré 24 cancers, mais ils précisent de suite qu'aucun lien de cause n'a été établi pour autant. Le 30 décembre, donc à peine 3 jours après avoir annoncé, que la FDA ait annoncé les graves violations, le Brésil va interdire la commercialisation des implants PIP sur son territoire. Donc là, on est déjà 2 ans après la suspension des activités, et il restait des stocks. Et donc, en fait, à partir de ce moment-là, on peut plus les utiliser. Il y a un recensement qui est fait le 30 décembre. La justice italienne et la justice de Grande-Bretagne, à ce moment-là, ont enregistré 42 000 femmes concernées en Italie et en Grande-Bretagne. Donc, ils commencent à lancer des enquêtes. C'est énorme, hein, complètement. On est sur 300 000 femmes en tout, hein, sur toute l'histoire. Donc, au final, on aboutit à un retrait complet et officiel des prothèses PIP du marché. Il y a, bon an, mal an, toutes les patientes qui sont informées du risque de rupture. Et si tu as bien entendu, j'ai eu aucune donnée sur ce qui s'est passé, par exemple, au Moyen-Orient, en Iran, etc. Oui. Là, autant dans les pays européens, américains, etc., on arrive à peu près à savoir ce qui s'est passé. Moyen-Orient, j'ai rien trouvé. Et petit à petit, donc chaque pays va organiser une surveillance renforcée des porteuses. Et je me suis trompé parce qu'en fait, je t'ai dit 300 000 femmes tout à l'heure, mais en fait c'est 400 000 concernées dans le monde, dont un dixième en France à peu près, 30 à 40 000 en France. Donc on est sur une fraude sanitaire de très très grande ampleur. Alors, Jean-Claude Masse va reconnaître lui-même lors de ses auditions qu'il s'agissait, je cite, d'une fraude volontaire et organisée. Ah oui, okay. Voilà, et qui était justifiée par des économies de production. Aïe, aïe, aïe. C'est un salaud magnifique. Ah oui, non, mais puis en plus, en même temps, ça serait compliqué de dire que non, j'étais pas au courant, mais bon. Ah non, mais il est vraiment tout organisé, mais on va parler un petit peu de son profil et puis de tout ça. Mais alors, tu vas me dire, mais pourquoi, alors que les premières anomalies sont sorties moins de 10 ans après les prothèses, et puis dès 2001, il y avait quand même des chirurgiens qui se sont dit, il y avait des choses. Comme je disais, en fait, les cas s'étaient dispersés, aucune donnée centralisée, et puis il y avait toujours cette dualité il y a un côté sanitaire, donc la reconstruction mammaire, et d'un côté l'esthétique qui est entre guillemets marginal en médecine, et qui est pas vraiment prise en compte, tu vois, quand il y a des complications de médecine esthétique, c'est dégueulasse. Ouais, et donc il a fallu vraiment attendre que ça se cristallise à la fin des années 2000, 2008, 2009 et 2010 pour que ça soit rendu public. Je suis pour le fait qu'on soit naturel, mais si on a nécessité de faire de la chirurgie esthétique, à un moment donné, voilà, c'est comme ça, quoi. Enfin, il y a beaucoup de gens beaucoup de gens, pas tant que ça, mais tu peux pas dire que c'est de l'esthétique, on est d'accord, mais ça reste de la médecine parce que ça fait un bien-être psychologique aussi. Mmh. Donc oui, voilà, c'est pas
En fait, C'est pas inutile comme médecine. Oui, enfin, ça, il y a quand même pas mal de dérives, mais oui. Oui, non, mais on est d'accord. Mais tu vois ce que je veux dire? Il y en a pour qui c'est une réelle nécessité, quoi. Je suis d'accord. Il y a pas que les seins. Il y a plein d'autres choses. Je suis d'accord. Mais après, c'est vrai que là où il y a un bénéfice attendu sur la qualité de vie ou sur le moral, etc., on est plus sur la reconstructrice, la chirurgie reconstructrice, que de l'esthétique. Bon, après, ça c'est un débat qu'on va pas trancher ici, je pense pas. Bon, je vais te parler un petit peu de notre protagoniste principal, Jean-Claude Masse, le fondateur. Jean-Claude Masse, il est né en 1939 dans le sud de la France. Au départ, il exerce comme représentant médical. Donc, il va se faire tranquillement un petit carnet d'adresses dans le secteur pharmaceutique et médical, et en fait, il va voir un petit peu le fonctionnement de tout ça. En particulier, le fonctionnement commercial des entreprises. Et donc, il va de ses contacts directs avec les médecins, de la connaissance des dispositifs médicaux et de sa maîtrise des codes de la vente et par ses capacités de persuasion. En fait, il va devenir le chef d'entreprise, il va décider de fonder son entreprise. Il a toujours affirmé que pour lui, la santé est avant tout un marché lucratif. Pas de mensonge. Là, l'hypocrisie, on y va. Là, pour le coup, il a beaucoup menti, mais sur ce côté-là, il a jamais caché son vie. Il aime l'argent, quoi. Donc en 1991, il va fonder Polyimplant Prothèse, donc PIP, à la Seine-sur-Mer, donc dans le Var. Ses anciens collaborateurs le décrivent comme un homme autoritaire, parfois brutal dans ses décisions. Voilà. Il est obsédé par les coûts de production, il veut une rentabilité maximale, quitte à ronger sur la qualité des matériaux. Bon, ça, vu le devenir de sa société, on n'est pas trop surpris. Et donc dans son management, ses anciens collaborateurs vont dire qu'il était méprisant envers les employés, qu'il les considérait comme des simples exécutants, et distant vis-à-vis des patientes qu'il réduit à des clientes sans considération pour leur santé ou leur vécu. Voilà. Déjà, ça pose un petit peu le personnage et ça explique pourquoi il a utilisé ce genre de produits pour les vendre autant. Tu peux parler de cliente pour la chirurgie esthétique, mais pas pour de la reconstructrice, ça c'est sûr. En fait, c'est un vendeur de dispositifs médicaux, alors pour lui, il vend quoi. C'est comme s'il vendait des bonbons. Ouais. Et ben en fait, pour lui, c'est vraiment un produit industriel comme un autre en fait. Donc, ce qu'il va faire, c'est donc il va chercher à maximiser les marges à tout coup, et il a trouvé que acheter du silicone médical ça coûte cher, donc pourquoi pas acheter du silicone industriel qui est parfaitement similaire selon lui dans les indications. C'est du silicone, sauf qu'en fait. Bah ouais, mais c'est pas la même chose. Enfin, c'est pas fait pour la peau. Ouais. Mais le silicone médical, en tout cas qui a passé les habilitations pour devenir homologué, il coûte 10 fois plus. Bah oui. Donc forcément. Mais c'est celui qui l'a donné, qui l'a montré pour l'homologation, j'imagine. Alors rien qu'avec ça, en fait, il économisait plusieurs millions d'équivalents euros maintenant, parce qu'à l'époque on était en francs, mais plusieurs millions d'euros par an. Et ça lui a permis donc d'atteindre un delta de prix par rapport aux concurrents qui faisaient correctement les choses de l'ordre de 20 à 30%, ce qui est vraiment beaucoup sur un marché aussi serré. Mais les concurrents à l'époque, dans les années 90, du coup, ils se sont pas posé des questions sur le fait que ça soit aussi peu cher? Bah si, mais ils ont pas été des alerteurs en disant mais attendez, c'est pas normal? Alors, il y a certaines sources que j'ai lues qui disent que la FDA, quand elle est venue inspecter les entrepôts de la Seine-sur-Mer et qui a alerté, en local aux États-Unis, c'était un peu piloté par les entreprises américaines qui justement disaient attention, il y a un gars qui casse le marché et voilà. C'est pas impossible. D'accord. C'est pas impossible, mais parce que après on est dans les secrets et puis dans
dans les échanges de bons procédés d'entreprises industrielles. Hein. Bon, voilà, ça fait partie du jeu. Il va devenir très riche, Monsieur Mas, avec tout ça, parce que son but dans la vie, c'est de devenir très riche, quelle que soit la mise en danger ou les risques qu'il faisait courir aux patients. Il veut sa maison à côté de celle de Brigitte Bardot à Saint-Tropez, quoi. C'est ça. Et c'est un homme dont le cynisme a été assumé, mais jusqu'au bout. Il sera mis en garde à vue en 2010. Il a jamais cherché à nier la fraude. Au contraire, il va la reconnaître froidement. Il dit, pendant son audition, oui, j'ai organisé une fraude industrielle. Oui, j'ai délibérément utilisé un gel non homologué. Oui, j'ai sciemment trompé les organismes certificateurs. Et il rajoute, dans des déclarations qui vont complètement choquer l'opinion, les contrôles, je m'en foutais complètement, je savais que c'était pas conforme, mais c'était moins cher. Bon, au moins ça facilite les choses. Hein. Voilà, absence totale de remords, complètement. Pas de problème. Et donc, forcément, dans les médias, et c'est aussi pour ça, je pense qu'on s'en rappelle beaucoup, parce que moi, je me rappelle de cette image d'un type, mais vraiment puant comme on peut imaginer, cupide, indifférent au sort des patientes, vraiment moralement corrompu, comme on n'est pas censé l'être dans un monde sanitaire ou qui navigue pas loin de la santé, quoi. Et il va ressortir dans beaucoup d'articles et de présentations vraiment comme une image caricaturale d'un criminel en col blanc avec une personnalité froide, méprisante, prête à sacrifier vraiment la santé publique pour son enrichissement personnel. Il aurait tué sa mère, quoi. Ouais. Ce qui fait que Mas, très vite, en 2010, est arrêté et est mis hors d'état de nuire. Par contre, la recherche des responsables va pas s'arrêter là. En 2012, le 2 janvier, le plus grand distributeur de produits chimiques allemand du monde, l'allemand Brenntag, qui admet avoir fourni du silicone industriel à PIP, parce qu'il fallait bien quelqu'un qui fabriquait le silicone. Mais quelque part, ce silicone. Voilà. Lui a été aussi incriminé en disant en fait vous avez vendu sciemment à quelqu'un que vous saviez fabriquer des implants médicaux et pourquoi vous avez pas arrêté. Et pour le coup ils vont être poursuivis. Eux ils vont échapper au problème judiciaire parce que finalement c'était les fournisseurs, j'allais dire, primaires, et tu t'es pas forcément responsable de ce que les gens font de ton produit. Le 3 janvier, le ministre de la Santé de l'époque, qui s'appelait Xavier Bertrand, le ministre de la Santé français Xavier Bertrand, qui indique avoir demandé des enquêtes à la Direction Générale de la Santé et donc à l'AFSAPS pour déterminer s'il y avait été défaillance dans le système de contrôle qui avait permis à PIP de commercialiser ses prothèses. Et à l'époque, il était favorable à une enquête parlementaire qui était demandée par une députée. Et là, je rejoins ton point que tu m'as demandé tout à l'heure, est-ce qu'il y a eu des trous dans la raquette au niveau des systèmes de surveillance ? Et en fait, c'est de cette enquête-là, enfin de ces enquêtes-là demandées par le ministère de la Santé de l'époque, on va s'apercevoir que finalement il y avait des trous dans la raquette. D'accord. Et que indépendamment du système de fraude organisé, puisque on a vu qu'ils fabriquaient des prothèses pour les tests qui étaient conformes. Donc celles-là, ils les envoyaient en contrôle, mais une fois que l'ensemble des prothèses étaient mises sur le marché, il est censé y avoir un système de vigilance, pharmacovigilance, matériaux-vigilance, etc., qui fonctionnait pas bien à l'époque. Et ça va être mis à jour grâce à ces enquêtes-là. Mais on est en 2012, tu vois. C'est pour ça que tu disais tout à l'heure, quand on a fait nos études, etc., on a appris à être vigilant et à faire remonter. Ben en fait c'est en partie à cause de ça qu'on s'est amélioré ou qu'on a durci un petit peu la vigilance en lien avec les matériels médicaux. Je me souviens plus si c'était aussi marqué, mais ça commence à faire vieux, 15 ans quand même, la fin de mes études. Je sais qu'à l'école on nous disait de faire remonter ce genre de choses, il me semble, mais je sais que tu vois des fois quand on a des problèmes au niveau hospitalier, on se demande toujours ça, est-ce que tu crois qu'il faut le faire remonter? Tu vois, on se pose toujours la question.
Donc en 2012, en janvier, donc après, on a tout un tas d'articles qui sortent les uns après les autres pour dire ce que parce que Jean-Claude Masse a été très bavard hein, pendant tout le temps où il a été en procès ou autre. Le pauvre petit, il avait besoin de vider son C'est sac. ça. Au fur et à mesure, les plaintes commencent à s'accumuler aussi dans les autres pays et sont de plus en plus nombreuses. Le 27 janvier 2012, il est finalement mis en examen, parce que jusque-là, il était en garde à vue, tu sais, il était sur enquête. Donc là, la justice finalise une mise en examen pour blessure involontaire. Et là, ça va être le premier côté frustrant. Il va être laissé en liberté sous contrôle judiciaire avec l'obligation de verser une caution de 100 000 euros qu'il va faire, bien sûr, parce qu'il est très riche et qu'il peut le faire. 100 000 euros, c'est tout? Ouais. Et seulement le 9 février, le parquet de Marseille ouvre une enquête complémentaire sur une banqueroute frauduleuse, un abus de biens sociaux et une organisation frauduleuse d'insolvabilité. Parce qu'en fait, il est allé jusqu'au bout de son idée, c'est qu'en fait, il savait que la fin était proche, parce que ça a commencé en 2009, sa fin. Et là, on est en 2012. Et en fait, entre-temps, il a organisé son insolvabilité. Et en fait, il s'est fait passer pour insolvable. Enfoiré, quoi. Ouais, et que sa société peut pas payer, c'est ça. Le 5 juillet, il est de nouveau mis en examen, mais dans le volet donc financier. Donc là, pour le coup, abus de biens sociaux, c'est quand tu tapes dans les comptes de ta société. Pour blanchiment d'argent et blanchiment de fraude fiscale, donc en plus il a fraudé le fisc. Et son ancien président du directoire, Claude Couty, lui, il est mis aussi en examen 2 jours plus tôt pour également blanchiment de fraude fiscale, il faisait ça en groupe, abus de biens sociaux et tromperie, ainsi que pour banqueroute. Le personnel, le petit personnel, les ouvriers, ils étaient au courant ou pas? Bah, ils n'avaient pas le choix parce que, enfin, ils savaient ce qu'ils faisaient. Mais en fait, ils étaient tyrannisés par l'autre qui oui, mais leur peut-être disait qu'ils ça. étaient pas au courant que le gel c'était pas le bon gel, tu vois ce que je veux dire? Après, je sais pas exactement si parce que s'ils sont pas au courant quel de ça, niveau de, mais en tout c'est cas, ils n'ont pas gel, été. c'est un gel, ils sont pas forcément au courant que ça arrive pas de la bonne entreprise, quoi. Eux n'ont pas été embêtés. Ouais, ok. En 2013, c'est le certificateur allemand TUV Rheinland qui est assigné devant le tribunal de commerce de Toulon pour manquement à ses obligations de certification et de contrôle. Et là, donc, il y a plusieurs milliers de victimes et 6 distributeurs étrangers qui lui réclament au total 50 millions d'euros de dédommagement. Et donc, on est sur quelque chose qui est assez lourd hein, pour le certificateur. Du coup, c'est plus lui. Dans la foulée, il a fermé boutique, non? Qui ça, TUV? Ouais. Ah non, TUV Rheinland continue à être un grand organisme de certification et tu le vois encore sur beaucoup de produits. Hein. Ah ouais. Ouais, je te montrerai. Il y a beaucoup de choses qui sont faites. Ah, ça leur a servi de leçon. Ouais, c'est ça. Sans doute, toujours. Le 11 avril, la chambre d'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence infirme les ordonnances rendues fin janvier par la juge Anaïk Le Goff en charge du dossier ouvert pour blessure involontaire en décembre 2011 par le parquet de Marseille qui écartait de la procédure les femmes dont les prothèses enlevées ne présentaient pas de rupture. Et donc, pourquoi c'est important ça? Parce que cette décision va ouvrir la voie à l'indemnisation de plusieurs milliers de femmes s'étant fait retirer les prothèses PIP à titre préventif. Donc en gros, ce qui se passe le 11 avril, c'est que la cour d'appel va dire que les blessures involontaires qui avaient été retenues au départ sont plus nombreuses que celles qui étaient constatées, puisque celles qui étaient uniquement vues dans la procédure initiale, c'est celles où il y avait des prothèses rompues. Et là, en fait, la chambre d'instruction va dire non. Toutes les prothèses, même celles qui n'ont pas été rompues et qui ont été retirées par précaution, sont concernées. Donc finalement, ça fait plusieurs milliers de femmes qui sont concernées en plus. Le procès finalement s'ouvrira le 17 avril devant la 6e chambre du tribunal correctionnel de Marseille et Masse va finalement être condamné à 4 ans de prison ferme pour fraude aggravée et 75 000 euros d'amende. Seulement 4 ans? 75 000 euros d'amende? 75. C'est de la fraude en fait. Je suis choquée. Ouais.
Mais il y a un peu plus choquant encore. Ah, punaise, c'est possible. Bon, Ok. finalement, ouais, je vais y revenir tout à l'heure. Jean-Claude Masse va finir par mourir en 2019 à l'âge de 80 ans. Et on va voir que son histoire est pas totalement finie. Mais avant ça, je vais parler un petit peu de la fraude industrielle et du gel. Euh, Pourquoi c'était important d'avoir un gel médical et qu'est-ce que c'est qu'un gel de silicone médical? Donc le silicone, c'est une matière dérivée du pétrole. Le gel de silicone médical est hautement purifié et il est testé dans la toxicologie et dans sa biocompatibilité. Donc, en gros, on le met au contact des organes et des tissus humains et on regarde un petit peu comment il réagit. Le fait d'utiliser du gel de silicone industriel, en fait, fait que il y a des impuretés dedans, des impuretés qui sont pas contrôlées, qui sont parfois toxiques par elles-mêmes, qui peuvent provoquer des réactions inflammatoires, qui peuvent provoquer des cancers, qui peuvent provoquer des soucis de cette nature-là, qui peuvent aussi provoquer des interactions avec la membrane de la poche, et c'est aussi probablement pour ça que les poches ont rompu. Alors certes, la membrane était un peu plus fine, il fallait aussi faire de l'économie sur la membrane, mais il y avait aussi probablement les impuretés qui étaient à l'intérieur du silicone industriel qui faisaient que ça rompait. Mais après, j'imagine qu'il y en a qui passaient à travers la membrane sans que ça rompe et qui provoquaient quand même des cancers, non? Non, parce que dès qu'elle passait au C'était travers ça de la tout à membrane, l'heure, ça se... Alors, je vais y venir sur les cancers. Je suis pas encore. Et alors, ce qui est intéressant, enfin, j'ai fait un petit topo là sur le système de dissimulation parce que je voulais voir un peu comment ça se passait. Et en fait, comme je disais, il y avait deux types de lots. Il y avait un lot de façade et un lot réel. Le lot réel était donc celui qui était diffusé à la commercialisation, et le lot de façade, c'était ceux qui étaient envoyés donc aux inspections. Alors, ce qui est intéressant dans l'histoire, ce qui devrait plus se passer aujourd'hui, en tout cas ce qui normalement a été changé depuis, c'est que les inspections étaient plutôt volontaires, étaient organisées, annoncées. Et donc forcément, ils pouvaient sortir entre guillemets le bon lot, le bon carton, et puis dire bah voilà, regardez, le lot est conforme, quoi. Alors qu'une vraie inspection qualité, c'est tu prends au hasard et tu regardes un petit peu ce qui se fait. Ouais, moi j'ai vécu ça dans mon dernier emploi. Voilà, et donc c'est l'eau de façade. Enfin, c'était pas annoncé, ça que je veux dire. Ouais. Et alors il y avait aussi dans les locaux visiblement un système de stock caché au sein de l'usine. C'est-à-dire qu'en fait, et là ça rejoint un petit peu ce que tu disais, c'est que les employés devaient forcément savoir parce qu'en fait il y avait un double système de stockage en fait, un peu comme un vrai trafiquant de drogue ou quelque chose, tu vois. Il savait ce qu'il produisait bien, il savait ce qu'il produisait mal, et il mélangeait pas les deux, et ça c'était caché, enfin tu vois, c'était et donc ce qui se passait, c'est que ils avaient aussi une double comptabilité, donc non seulement ils faisaient ça sur le matériel, mais aussi sur les papiers. Et donc on estime a posteriori que 70% de la production était frauduleuse. 70. Ah ouais. Voilà. Et ça a permis comme ça de tromper les autorités pendant plus de 10 ans. Il y a aussi donc toute une mise en scène qui était faite. Hein. Il y avait les bons entre guillemets salariés qui étaient utilisés. Il y avait les bons lots qui étaient mis en place. Et comme je te disais, les contrôles étaient programmés à l'avance. Tout le monde avait le temps de se préparer, quoi. Comme la certification dans les établissements de santé français. Tout le monde prépare sa petite pièce de théâtre et puis finalement à la fin on fait voilà. Ils mettaient en repos ceux qui risquaient de se mettre à pleurer devant les inspecteurs, quoi. C'est ça. Voilà. Et donc ce qui nous a amené tranquillement à avoir 400 000 femmes dans le monde qui ont été concernées par des prothèses qui ont été posées, des prothèses PIP qui leur ont été posées. La majorité, parce qu'en fait, on peut se poser aussi des questions sur est-ce que c'était majoritairement de l'esthétique ou majoritairement de la reconstruction.
La très très grande majorité l'ont été pour des raisons esthétiques, et donc en l'occurrence des augmentations mammaires, et une part non négligeable concernait des reconstructions, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ce qui s'est passé dans l'organisme, en fait, quand il y avait une prothèse, et comme le gel altérait les membranes, généralement les prothèses PIP survivaient moins de 5 ans, là où une prothèse normale survit normalement 10-12 ans. Et quand elle fuyait, ça provoquait des douleurs de l'œdème, des rougeurs et ce qu'on appelle une fibrose capsulaire, c'est-à-dire une formation d'une coque dure et douloureuse autour de l'implant. Ça, c'est quand le gel se répandait. Mais il y avait aussi l'utilisation d'une membrane texturée, donc avec qui n'était pas lisse, mais avec une texture particulière, une granulosité autour. Et ça aussi, ça a provoqué des inflammations et des rougeurs dans le tissu, indépendamment du fait que le gel avait fuité ou pas. Et quand le gel fuitait, en fait, ça diffusait. Donc, on est au niveau du sein. Il faut imaginer que la prothèse, elle occupe le volume du sein, et que ça peut fuiter immédiatement autour de la prothèse, donc dans le sein, mais aussi atteindre ce qu'on appelle les ganglions lymphatiques, notamment sous l'aisselle. Les ganglions, c'est des petites boules qu'on peut sentir sous la peau, donc en axillaire, et voir un peu plus loin, un peu plus descendre un peu plus bas. Et ça, c'est des complications qui sont plus difficiles à traiter. On est un peu plus en évolution loco-régionale, quoi. Et indépendamment de ça, finalement, quand ça a commencé à sortir dans la presse, il y avait quand même une angoisse psychologique de j'ai une épée de Damoclès au-dessus de la tête, qu'est-ce qui va me tomber dessus, quoi. Et alors là, je vais parler un petit peu du spectre du cancer, parce que je parlais de l'angoisse inhérente au fait d'avoir des prothèses qui peut rompre à n'importe quel moment et donner des complications, et ci et ça. Et puis surtout parce que je pense que les autorités ont entretenu, en tout cas bien aidé à l'élargissement de ce spectre-là de cancer, parce que très vite ils ont annoncé le nombre de cancers quasiment unité par unité, surtout au début, quoi. On disait attention, il y en a 8, puis après il y en a 20, etc. Non, alors les expertises officielles n'ont jamais, que ce soit mené par l'ANSM, la nouvelle APSAPS, quoi, l'Institut national du cancer, les agences européennes, n'ont pas trouvé de preuves scientifiques formelles et directes de lien entre les implants PIP et les cancers. Par contre, il y a eu des cas isolés de lymphome, d'adénocarcinome qui ont alimenté un climat d'inquiétude et alimenté un doute scientifique raisonnable. Et ça a provoqué ça. Et alors, pourquoi c'est plausible qu'on parle de cancer et de lien avec un gel de silicone industriel non médical? Ce qu'on sait, c'est que donc ce gel était plus visqueux, était moins purifié, était porteur de choses à l'intérieur de composants à l'intérieur qui étaient non identifiés ou non identifiables, ou en tout cas pas quantifiables, voilà, potentiellement des cancérigènes par eux-mêmes. Et donc, quand les prothèses PIP ont été retirées, on a vu des réactions inflammatoires locales plus importantes que dans n'importe quelle autre prothèse. Donc, il y a un surrisque mécanique et inflammatoire lié à la qualité intrinsèque du gel et à la perméabilité des enveloppes. Sur le plan toxicologique, il y a eu des études qui ont été menées au Royaume-Uni, en Australie et en France, et les études qui ont utilisé le gel PIP des prothèses frauduleuses n'ont pas démontré de cytotoxicité ou de génotoxicité dans les concentrations qui étaient utilisées dans les prothèses PIP. La cytotoxicité, c'est la toxicité sur les cellules, donc comment ça peut affecter les cellules, que ce soit cytotoxicité en les tuant ou en modifiant leur génome. Et la génotoxicité, c'est quand il y a des atteintes de l'ADN, et c'est typiquement ce qui peut évoluer vers des cancers.
Donc ça a été fait, vu au Royaume-Uni, en France, en Australie, et on n'a pas vu de cytotoxicité ou génotoxicité. Mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas de problématique, parce que ça c'est in vitro et in vivo, c'est toujours un peu différent. Ce qui se passe à l'intérieur de l'organisme, on peut réagir un peu différemment. Ce qui se passe, c'est que il y a eu deux grands types de cancers qui ont été évoqués. Le premier, c'est forcément le cancer du sein. Ça se passe au niveau du sein, voir est-ce que s'il n'y a pas un surrisque de cancer du sein quand on a ce genre de choses. Et en fait, là, quel que soit l'endroit, quel que soit le moment, il n'y a eu aucune augmentation du risque de cancer du sein qui a été démontrée chez les porteuses de prothèses PIP, clairement. En tout cas, par rapport aux autres types d'implants ou par rapport à la population générale. Et ça, on a des bilans, que ce soit en Angleterre en 2012, en France en 2011, où on a l'absence claire de surrisque de cancer. Ça ne veut pas dire qu'elles ne développeront jamais de cancer, il n'y a pas de surrisque. Après, il y a un deuxième cancer qui est beaucoup plus porteur de débat, qui est le lymphome, et en particulier un lymphome particulier qui est le lymphome anaplasique à grandes cellules qu'on appelle le BIA-ALCL. Donc les lymphomes, c'est un grand tiroir de maladies qu'on appelle de maladies onco-hématologiques, ce sont des cancers du sang, et en l'occurrence c'est une certaine population de globules blancs qui évoluent mal et qui se mettent à proliférer. Voilà. Et donc les lymphomes, ça peut être, comme c'est des maladies des globules blancs, c'est littéralement, ça peut être partout dans le corps. Il n'y a pas d'organe spécifique parce que le sang est un organe qui évolue dans tout l'organisme. Et donc le lymphome anaplasique à grandes cellules associé aux implants, c'est un lymphome rare qui est lui plutôt associé à certaines enveloppes texturées, et en particulier celle qui est utilisée par certains fabricants. On a eu par exemple un rappel mondial en 2019 à la demande de la FDA des implants Allergan Biocell, parce qu'en fait ils étaient texturés. Et en fait, le surrisque serait lié plutôt à la surface de l'implant, qui est pas lisse, mais qui est texturé. Parce qu'en fait, dans cette texturation... Texture. C'est texture, tout court. Il y a une biocontamination potentielle. Voilà, il y a une contamination de cette zone, quoi. Ouais. Et pour le coup, c'est pas forcément en lien avec le silicone à proprement parler. Voilà. En tout cas, il y a pendant l'affaire PIP, il y aurait eu un seul cas isolé de lymphome anaplasique à grandes cellules associées aux implants sur la période en France notée par les autorités, et aucun excès de risque n'est noté. Mais c'est pas pour autant qu'on n'a pas à quand même douter beaucoup. Et ce qu'on recommande maintenant, c'est que clairement, il faut un suivi, donc il faut bien entendu explanter préventivement depuis 2011 toutes les prothèses. Donc si jamais, bon, je pense qu'en 2025 maintenant, il y a plus de prothèses PIP qui soient encore implantées. Mais si jamais il y avait besoin, il faudrait les retirer. Il faut bien entendu un suivi clinique régulier et non pas par un problème de surrisque de cancer, mais pour limiter plutôt les complications inflammatoires, mécaniques, etc., qui sont beaucoup plus importantes. Parce que là, pour le coup, ça peut provoquer des douleurs, des rétractions, des choses, des modifications de l'aspect du sein, etc., qui sont certes peut-être moins graves qu'un cancer, en tout cas sur le plan stricto sensu mortel, enfin en tout cas du pronostic, mais clairement au niveau... C'est une zone compliquée à traiter en plus. C'est ça. Au niveau de l'Europe, il y a eu des travaux de caractérisation physico-chimique du contenu des prothèses PIP, et ça induit des modifications des règles sur la mise sur le marché des dispositifs médicaux.
Et aux États-Unis, ils ont depuis l'histoire des prothèses PIP fait un gros point focal sur les lymphomes anaplasiques à grandes cellules liées aux prothèses. Et depuis, comme ils sont hyper vigilants sur le problème, c'est comme ça qu'ils ont identifié le problème avec Biocell en 2019 et donc retirer ça. Donc, ils conseillent plutôt des prothèses lisses maintenant que texturées. Les texturées, vous avez pour avantage de renforcer la coque, du coup? De tenir mieux, d'adhérer mieux. Au niveau des conséquences en France, comme je disais, en 2010, on a suspendu la commercialisation. En 2011, on a préconisé l'explantation préventive des prothèses PIP. Et après, il y a une prise en charge financière pour les femmes implantées pour une mastectomie, après une mastectomie, pardon. Donc là, elles ont été remboursées intégralement de l'explantation. Par contre, pour les femmes opérées à visée esthétique, le remboursement ne concernait que le retrait, pas la pose de nouveaux implants. Au niveau des conséquences psychologiques, il y avait eu un sentiment de trahison, corps abîmé. Il y avait eu, comme tu disais, il y a un certain nombre de femmes qui faisaient ça pour retrouver leur estime d'elles-mêmes, et puis là, elles se sont senties vraiment trahies, vraiment, je pense. Il y a eu une multiplication des actions collectives et notamment beaucoup d'associations qui se sont montées de par le monde de patientes porteuses de prothèses PIP et on note encore probablement aujourd'hui un traumatisme durable en lien avec ces problématiques-là. Et ça on retrouve un peu partout. Ce qui a abouti à un certain nombre de réactions et réformes dans les différents pays, en particulier on a durci le contrôle sanitaire. Ça on retrouve ce qu'on avait retrouvé dans l'affaire du talcum orange par exemple. Il faut toujours un gros scandale pour que on se dise tiens il faut qu'on renforce la certification. Donc on a revu complètement les procédures de certification. Avant le scandale, clairement, les dispositifs médicaux pouvaient obtenir le marquage CE via des organismes certificateurs avec des inspections programmées ou peu approfondies. Et maintenant, c'est plus possible, les contrôles sont plus fréquents et parfois inopinés, avec obligation de tests de qualité plus poussés et la mise en place de registres de suivi des implants pour mieux tracer les patientes en cas de problème. Ça n'existait pas en 2010. Il n'existait pas de registre d'implantation de dispositifs médicaux, ce qui sont obligatoires maintenant. La surveillance post-commercialisation a été également accrue, et notamment quand l'ANSM est devenu, quand l'AFSAPS est devenu l'ANSM, avec ce rôle, comme je disais, de vigilance sanitaire. Donc avec des audits complets, des inspections surprises dans les usines, etc. En plus des certificateurs. Donc il y a les certificateurs qui peuvent passer n'importe quand et l'ANSM qui peut décider aussi de contrôler en tant que tel. Et il y a eu aussi de nombreuses campagnes de prévention d'information sur la nécessité d'un suivi régulier, sur les explantations, etc., etc. En Europe, puisque on était en Europe, et là je te fais un bond en 2017, pas si loin que ça, 2017. 2017, c'est l'année pendant laquelle on a mis en place un nouveau cadre réglementaire. Donc il a fallu attendre autant de temps quand même. Il y a eu donc en 2017 le règlement 2017-745 relatif aux dispositifs médicaux, c'est MDR, qui est entré en application en 2021. Putain, c'est quand même, hein. C'est... Voilà. Et donc là, on a une grosse réforme de fond sur la mise en place et la distribution des dispositifs médicaux avec la traçabilité renforcée, notamment avec l'introduction, donc ça a été mis là en place, d'un identifiant unique pour chaque dispositif. C'est-à-dire qu'avant, tu n'étais pas obligé d'avoir un identifiant unique qui te disait que telle personne était porteuse de tel truc. C'est fou, hein, 2021. Ouais, non mais moi ça me paraît ahurissant, j'ai l'impression c'est sûrement une impression d'avoir toujours connu ça en fait. Ouais, mais mais je pense que c'est une impression seulement. Ça me paraît tellement évident aujourd'hui que... Il y a eu aussi un contrôle des certificateurs en eux-mêmes, parce qu'en fait les certificateurs avant n'étaient pas forcément certifiés ou contrôlés. Donc
on va vérifier, enfin l'Europe va vérifier qu'ils font bien des inspections aléatoires, qu'ils font bien des audits non lancés et qu'ils font bien des vérifications documentaires renforcées. Voilà. Donc les certificateurs vont être certifiés, les certificateurs vont faire un boulot plus intense. Et il a fallu attendre qu'on soit en 2021 pour en aboutir là. Et il y a eu aussi le registre européen EUDAMED, qui est une base de données publique pour centraliser les informations sur les dispositifs médicaux, leurs fabricants et les incidents signalés. Donc là, on est au niveau de l'Europe, donc tous les États européens se mettent ensemble pour faire remonter leurs données. Donc s'il y a un problème, par exemple en Italie, tous les pays européens le sauront, ce qui n'était pas le cas avant. Et à partir de là, on va demander on va exiger une responsabilité un peu accrue des fabricants, avec une obligation de preuves cliniques solides, surveillance après mise sur le marché, etc., etc. Concrètement dans le monde, l'image de la qualité française et des laboratoires de production de dispositifs médicaux, clairement ça a été vraiment vraiment impacté. Et que aujourd'hui, même les grands, les leaders du marché, Allergan et Mentor, qui n'ont pas été concernés par ça, ont été un peu associés à tort et impactés suite au risque. Donc maintenant, clairement, il y a une crise de confiance. Enfin, il y a eu une crise de confiance qui s'est passée avec pas mal de choses. Donc pour revenir un petit peu au niveau du procès, enfin des procès, donc 2011, donc j'ai dit liquidation judiciaire de PIP, 2013, enfin le procès pénal de Jean-Claude Mars et ses collaborateurs, donc lui il va finir par être condamné à 4 ans de prison ferme, 75 000 euros d'amende et l'interdiction définitive d'exercer dans le médical. Bon, sachant que en 2013 il avait 75 ans. Oui, bien sûr. Bon, il a fait ses 4 ans de prison? Non. J'allais y venir. Non, il avait un cancer, donc du coup... Il était malade et en fait, il a pas fait tout je crois qu'il a dû faire 1 an, je crois. Je crois que j'en parle un peu plus tard, mais je pense qu'il a fait 1 an et voilà. Les autres dirigeants et cadres de PIP vont être reconnus coupables. En l'occurrence, il y avait le responsable qualité et le directeur technique au minimum, et les peines vont de 18 mois à 3 ans de prison. Mais comme c'était la première fois, ils ont souvent été assortis de sursis. Bah oui. C'est une première fois, ils ont tiré les leçons. Mais c'est la première fois que, et c'est une des rares fois, où un chef d'entreprise français du secteur médical est condamné à une peine de prison ferme pour fraude sanitaire massive. Après, le mec, il s'est pas défendu, il a dit oui, c'est moi, ouais. C'est sûr. Tu sais, en fait, le mec, je pense pas qu'il cherchait vraiment à se défendre, il a dit ouais, bon, ok, j'ai fait de la merde, punissez-moi, quoi. Ah non, alors qu'il y a d'autres... Il était fier de son truc. Il y a d'autres entreprises qui auraient ils auraient des super avocats en disant non, c'est pas moi, j'étais pas au courant, machin, ils auraient découvert des papiers comme quoi il était au courant, nanani, nanana, ça aurait pris des années. Là, le mec, il a dit ouais, ok, c'est moi. Donc ça facilite vachement la tâche. Ouais. Et là, on va avancer un petit peu, on va aller en 2017, et en 2017 arrive le procès civil contre TÜV Rheinland, donc l'entreprise de certification allemande, et donc les entreprises cherchaient à obtenir réparation via d'autres acteurs de la chaîne de certification, et comme c'est TÜV Rheinland qui a failli à sa mission de contrôle en détectant pas la fraude, et ça pendant quand même 10 ans, ils ont quand même certifié ça pendant 10 ans avant de... En 2017, elle est condamnée par le tribunal de commerce de Toulon à indemniser plusieurs milliers de victimes pour manquement à ses obligations de vigilance, et elle va verser plusieurs millions d'euros, mais bien entendu, elle va faire appel à plusieurs reprises, qui va retarder le versement des compensations. Ce qui fait que pour les victimes, comme d'habitude, le combat judiciaire c'est long, complexe, éprouvant, et que on est facilement très las face aux lenteurs de la justice, et que au bout de 10 ans, on n'est toujours pas indemnisé, et que on fait traîner les délais, et que c'est toujours un peu d'un côté l'entreprise qui elle continue à vivre sa vie d'entreprise sans être trop embêtée, d'un autre côté les victimes qui vivent avec des séquelles, que ça soit physique, morale ou psychologique, qui sont énormes. Là, l'entreprise, elle a fermé.
PIP, oui. Enfin, voilà. Mais pas Teufao Oui. Rheinland. Ah oui, PIP, oui, c'est sûr. Enfin, c'est quand même les victimes qui trinquent comme d'habitude. Ouais. Et alors, ce que j'ai pas réussi à trouver, figure-toi, donc là on est, je te parle du procès en 2017, donc on est en 2025 au moment où on enregistre ce podcast. De ce que j'ai vu moi, à ce jour, toutes les victimes n'ont pas été indemnisées correctement. Française. Il y en a françaises, mondiales, tout ça. Enfin, il y en a beaucoup qui n'ont pas été indemnisées, quoi. Et qui sont toujours en cours des démarches pour pouvoir avoir Il les y en a indemnisations. certaines, ouais, qui sont encore en cours de démarche. Il y en a certaines qui sont qui se sont lassées et qui ont pas trop de, pas qui ont lâché l'affaire, quoi. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire un petit peu sur ce dossier-là. Mais avant de finir, avant de passer, de finir complètement cet enregistrement, je voulais revenir un petit peu sur Jean-Claude Masse, et parce que tu me l'as demandé tout à l'heure et je l'ai retrouvé là. Donc en 2013, il est condamné à 4 ans de prison pour tromperie aggravée, 75 000 euros d'amende. En fait, il fait qu'une seule partie de sa peine et il va être libéré en moins d'un an et mourir, j'allais dire presque tranquillement, en 2019 à 80 ans, alors que toutes les poursuites étaient pas finies. Donc comme sa disparition va mettre fin aux poursuites judiciaires directement qui l'incombent. On attend encore, il y a encore des procès contre les assureurs, les certificateurs et puis euh, les entreprises qui sont en appel pour indemniser les gens. Mais ça reste assez frustrant quand même. Complètement. D'avoir quelqu'un qui, même quand il a été condamné, parce qu'il a été condamné, finalement, pas forcément à hauteur des 400 000 personnes quand même. 400 000. Surtout qu'il s'est mis un sacré billet dans la poche, donc à un moment donné... Ouais. Et puis, en fait, le pire, je pense, dans tout ça, c'est qu'il n'avait aucun regret, quoi. Enfin, il n'y a même pas eu une parole de regret pour les victimes, quoi. Mm-hmm. Ça, c'est terrible, je pense aussi, parce que ça joue beaucoup dans le deuil de tout ça pour les victimes, en général. Le fait de reconnaître et de s'excuser. Et sur justement le devenir des victimes, moi j'ai trouvé des chiffres. Alors je te disais tout à l'heure que 400 000 femmes concernées, on estime qu'il y en a entre 30 et 40 000 en France. Et il se trouve que les chiffres que j'ai trouvés, moi, c'est qu'entre 2011 et 2015, 18 000 femmes se sont fait retirer des prothèses PIP. Donc 18, on est loin des 30 ou des 40. Mais ça, c'est les femmes pour qui l'assurance maladie a pris en charge les retraits. Voilà. Pas les autres. Alors, il y en a probablement d'autres qui en ont profité pour revoir leur chirurgien esthétique et puis enlever les prothèses, remettre d'autres prothèses, etc. Bon. Mais clairement, il y en a que 18 000 pour qui ont été prises en charge pour ça entre 2011 et 2015. Alors bien sûr, il peut y en avoir eu d'autres après. Mais bon, c'est quand même pas rien et je trouve que c'est bizarre, quoi. Voilà, c'est ce que je voulais dire sur ce scandale qu'on a déjà peut-être un petit peu trop vite oublié. Un cas encore un peu frustrant où finalement il n'y a pas vraiment de coupable puni à hauteur, à mon avis, de sa responsabilité. De ce qui a été fait, ouais. Et ça, c'est un pattern, je trouve, assez commun dans ces affaires de fraude industrielle où finalement celui qui paye le plus, c'est celui qui le subit, quoi. Exactement, parce qu'il y en a d'autres scandales médicaux qu'on va traiter, où c'est pareil, en fait. Ah oui. Ou que tu as déjà traité. Ouais, c'est sûr. Bon, bah, sur ce, je crois qu'il est temps de conclure. Merci de nous avoir écoutés. Je félicite sincèrement tous ceux qui sont parvenus jusqu'ici. Merci de nous supporter tout ce temps.
Merci à tous pour vos retours, vos écoutes de nos épisodes, ça nous fait plaisir. On a de plus en plus de messages, donc ça fait plaisir. Ouais. Abonnez-vous sur nos plateformes, nous sommes sur Spotify, Apple Podcast, Ocha, toutes les autres. Mettez des pouces, des étoiles, des likes. N'hésitez pas à nous laisser des messages, des commentaires, un max d'étoiles, effectivement. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, nous sommes la communauté de Medicine City et Medicine City Podcast. Sur Instagram, nous sommes Medicine City Podcast. Moi, je suis Falsiparum Medicine City. Et moi, Bloody Nurse Medicine City. Et en ce moment, comme je le disais en introduction, vous avez le droit tous les jours à votre petite histoire un peu spooky pour ce mois fantasmagorique d'octobre qui va nous amener à Halloween. Voilà, partagez, likez, commentez, sentez-vous libre de faire vos retours, vos suggestions, ils sont les bienvenus. Et tu as le prochain épisode, le thème du prochain épisode? Oui, on va parler d'un serial killer allemand. Ah, on reste... Ouais. En Europe. Oui, on ne reste pas loin de la zone allemande. J'ai pas mal parlé de TIV... Oui, puis moi, mon scénario. Je suis encore avec mon épisode d'avant, voilà. C'était en Autriche, avec Asperger. Tout à fait. Merci à tous, restez à l'écoute des pulsations qui montent depuis les ruelles sombres de la ville. À bientôt. À bientôt.